Depuis des décennies, on a tendance à appliquer un mode de pensée mécaniste au fonctionnement des êtres humains. Si on prend l'exemple de la santé mentale, on se rend compte qu'on a dépensé et qu'on dépense encore une énergie considérable à s'intéresser à l'origine des maladies, à ce qui cause la souffrance des êtres humains. Mais la proposition que je vais vous faire et que je vais développer dans cette vidéo est que ce mode de pensée peut nous conduire directement dans un piège lorsque l'on applique cette pensée, ce schéma de pensée, au fonctionnement des êtres humains. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une certaine forme de révolution consciente en ce qui concerne le domaine de la thérapie. Comme je le disais en introduction, pendant des décennies, on a appliqué un mode de pensée mécaniste au fonctionnement des êtres humains. Ça s'explique par tout un tas de raisons et les conséquences, c'est que dans une pensée mécaniste, ce que l'on fait, c'est que on démonte la machine d'une certaine manière, on vient regarder les rouages, on regarde comment est-ce que tout fonctionne, et puis lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou lorsqu'il y a un rouage qui est grippé, ce que l'on va faire, c'est que l'on va ouvrir, on va aller intervenir directement sur l'endroit qui semble dysfonctionner, on referme tout ça, et puis ça va mieux. Et c'est ce mode de pensée-là qui nous amène à penser que si on comprend la manière dont la machine fonctionne, ou si on comprend l'origine d'un dysfonctionnement, ça va tout de suite nous permettre de le résoudre. Mais est-ce que ce mode de pensée fonctionne pour les êtres humains? Est-ce que ce qui marche si bien pour les machines s'applique et peut s'appliquer de la même manière pour des êtres sensibles? Aussi différentes que soient toutes les écoles classiques de psychothérapie, il y a quand même presque toujours cette idée de base que si on comprend l'origine d'un trouble, ça va nous permettre de le soigner dans le présent. Et pour exacerber un petit peu plus ce point de vue, il y a même certaines approches qui considèrent que c'est justement cette remontée au conscient d'éléments refoulés dans l'enfance qui a un effet thérapeutique dans le présent. C'est ce qui nous amène directement à la pensée suivante: pour résoudre un problème, il suffit d'en connaître la cause. Et ce mode de pensée linéaire est quelque chose qui est brillamment décrit dans un ouvrage splendide de Giorgio Nardone et Paul Václavic qui s'appelle L'art du changement, thérapie stratégique et hypnothérapie sans transe. Et je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement un confrère qui m'a conseillé de lire ce livre. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur des podcasts qu'il fait, vous allez le retrouver, il s'appelle Friendly Psychology. Ce que je ferai, c'est que je mettrai un lien vers ces podcasts dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Selon les auteurs de ce livre, ce mode de pensée, lorsqu'il est appliqué au modèle théorique de thérapie, ça peut nous conduire au piège de la proposition auto-validante. C'est-à-dire une hypothèse qui est validée par sa confirmation comme par son infirmation et qui, de ce fait, devient irréfutable. Pour vous donner un exemple, si l'état d'un patient s'améliore alors qu'on a eu recours à l'exploration du passé, à faire remonter les éléments enfouis du passé pour comprendre les phénomènes du présent, à ce moment-là, ça vient vérifier l'hypothèse. Et à l'inverse, si le patient ne va pas mieux, ça vient prouver que soit on n'est pas remonté assez loin, soit pas assez profondément dans les causes qui pourraient expliquer les événements du présent dans le passé. Donc vous voyez que quel que soit le résultat, l'hypothèse est démontrée. C'est exactement la même chose avec d'autres termes qui est vivement critiqué et dénoncé par Michel Onfray dans son livre Le crépuscule d'une idole quand il s'attaque à la théorie freudienne. Mais à titre personnel, sans viser une approche en particulier, ce qui m'intéresse le plus dans ce mode de pensée, ou en tout cas ce que je remarque, c'est que quand on pense de cette manière-là, on vient s'intéresser davantage aux maladies qu'à la santé. On vient s'intéresser davantage au dysfonctionnement qu'à ce qui fonctionne bien. Toujours à cause de cette idée que le fait de comprendre ce qui dysfonctionne, ça va nous permettre d'aller mieux. Donc du coup, on dépense une énergie incroyable à essayer de comprendre la cause des maladies. Et donc du coup, quand on fait de la recherche ou quand on fait de la thérapie, on va explorer les dysfonctionnements et on est entraîné en tant que psychologue, par exemple, je vais parler que de mon cas personnel, pendant des années à l'université. On fait de la psychopathologie, on étudie des matières qui nous servent à aller repérer les dysfonctionnements chez les gens, mais absolument jamais à aller repérer les compétences ou à aller repérer ce qui fonctionne bien. Avec l'idée que si l'on extrapole, ce mode de pensée est vraiment quelque chose de culturellement bien ancré et qui s'applique même au mode de santé par exemple. En France, on pourrait dire que d'une certaine manière, on a plutôt une médecine de maladie qu'une médecine de santé. Cette idée-là, je l'ai découverte dans une vidéo YouTube sur Irène Grosjean, qui est naturopathe depuis plus de 60 ans. Je l'ai trouvée tellement intéressante que j'ai même acheté son bouquin pour le lire. Et elle disait quelque chose qui est resté ancré dans ma mémoire parce que j'ai trouvé ça très beau et très vrai. Je vais essayer de vous redire de mémoire cette métaphore que j'ai trouvée très belle, où elle disait, en gros, on ne combat pas l'obscurité, on ajoute de la lumière. On ne combat pas le froid, on ajoute de la chaleur. Et bien de la même manière, on ne combat pas la maladie, on ajoute de la santé. Et cette métaphore, je l'ai trouvée formidable. Elle a fait écho chez moi à une autre découverte que j'avais fait il y a quelques années, c'était Aaron Antonovsky, qui parle lui de la salutogénèse. Son idée à lui, c'est que bien souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on fait la pathogénèse, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'origine des pathologies, on s'intéresse à ce qui fonctionne mal, à ce qui dysfonctionne, alors qu'il faudrait faire, si on veut être plus efficace, la salutogénèse, c'est-à-dire le fait de regarder ce qui fonctionne bien et ce qui marche.
C'est quelque chose dont j'ai eu l'occasion de parler avec les membres d'une super asso qui s'appelle Culture Santé, que je vous invite également à aller découvrir si jamais vous ne connaissez pas. Toujours pareil, je vous mets un lien dans la description. Et dans les membres de Culture Santé, il y avait plusieurs dentistes qui ont dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant, je n'y avais jamais réfléchi jusqu'alors, c'est le fait que dans leur profession, 99 voire 100% des pathologies sont évitables. Et finalement, ce qu'ils disaient, c'est qu'il y avait dans leur profession beaucoup plus d'actes curatifs que d'actes préventifs. Donc on en revient à la même chose, une médecine de maladie plutôt qu'une médecine de santé. Et on pourrait dire que c'est quelque chose qui est inévitable, mais quand on regarde ailleurs, que ce soit temporellement ou alors géographiquement, on se rend compte que ça peut fonctionner différemment. Pour vous donner un exemple, j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il y a certaines régions en Chine dans lesquelles le médecin, donc le médecin d'une communauté, est payé pour prendre soin de la santé de ses patients. Et lorsqu'un de ses patients est malade, il va le soigner gratuitement. De la même manière, la médecine chinoise a plutôt une pensée holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en compte l'ensemble, elle prend en compte l'individu. Elle ne va pas s'hyper spécialiser comme on fait dans notre médecine occidentale, c'est-à-dire où on va avoir un cardiologue, un pneumologue, vous voyez, des spécialistes qui sont vraiment très pointus dans leur domaine, mais finalement qui ne vont voir le patient qu'à travers un certain prisme, un certain point de vue. Donc là, on est en train de parler de médecine somatique, de soins du corps, mais si vous suivez mon idée, c'est exactement la même chose quand on s'intéresse à la santé mentale. D'une certaine manière, la salutogénèse dont on parlait tout à l'heure est une manière de voir ce qui fonctionne, donc de faire de la médecine de santé, de la médecine mentale de santé. Donc d'un côté, le fait de se concentrer sur la salutogénèse, le fait de voir les compétences d'un individu ou d'une famille, c'est une manière de faire de la médecine de santé plutôt que de la médecine de maladie. Et d'un autre côté, l'analyse systémique, c'est une manière de prendre en compte l'individu dans sa globalité et dans l'environnement dans lequel il est. Et le fait de commencer à penser de cette manière, c'est vraiment pour moi une certaine forme de révolution. Et cette révolution consciente, elle a commencé à émerger dans une ville de Californie qui s'appelle Palo Alto, dont je vous parle dans des précédentes vidéos, avec un petit groupe de personnes qui ont commencé à s'intéresser au changement ou au levier, au mécanisme du changement. En fait, leur idée, c'était de se dire, plutôt que de s'intéresser, que de dépenser notre énergie à faire de la recherche dans ce qui cause les maladies, on va s'intéresser aux facteurs de changement. Donc on va faire de la recherche, on va tourner notre attention sur ce qui permet aux gens de changer. Pour le petit rappel, ce petit groupe de personnes était notamment fortement influencé par Milton Erickson, qui lui était vraiment un artiste du changement. Il prescrivait des choses paradoxales, il faisait des choses avec les gens qui étaient sans cesse surprenantes et qui provoquaient presque inévitablement des changements chez eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en règle générale, quand on va consulter en thérapie, c'est qu'on veut qu'advienne un changement. C'est pas pour que les choses restent exactement de la même manière avant d'avoir fait la thérapie qu'après. Cette pensée, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais personnellement, je la trouve vraiment révolutionnaire. Et c'est entre autres cette idée qui m'a conduit à me spécialiser de plus en plus vers les approches systémiques dans la thérapie, puisque ce sont des approches qui se centrent sur les compétences des personnes, sur les compétences des familles, sur ce qui marche, sur ce qui fonctionne pour eux. Ce sont aussi des approches dans lesquelles on est très vigilant au fait de ne pas se rendre indispensable, donc à se retirer assez rapidement et de travailler à ce que les personnes ou à ce que les familles apprennent à résoudre les problèmes qui se posent à elles. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, c'est la direction que je vous propose de prendre dans les prochaines vidéos. On s'appuierait notamment sur 3 ouvrages principaux. Le premier, j'en ai parlé dans cette vidéo, c'est celui de Paul Václavic et de Giorgio Nardone, L'art du changement. Le second, ce serait un ouvrage de Paul Václavic encore, mais avec John Wickland et Richard Fish, qui s'appelle Changement, paradoxe et psychothérapie. Et enfin, le dernier, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, c'est un ouvrage de Reynaldo Perón et de Yara Domitnofal, qui s'appelle Provoquer le changement. Comme d'habitude, je vous mettrai des liens d'affiliation dans la description de la vidéo si vous souhaitez acheter les livres. Vous pouvez les acheter en amont des vidéos si vous souhaitez découvrir les concepts et vous imprégner un peu de la philosophie thérapeutique avant que j'en parle. Sinon, vous n'avez qu'à attendre la parution des vidéos et je décortiquerai ça pour vous. Merci encore pour votre attention et pour votre soutien, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.